Adam Smith, fondateur de l'école classique, conçoit la croissance comme un processus naturel, auto-entretenu, fondé sur des mécanismes simples mais puissants. Dans son ouvrage « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », publié en 1776, il propose une vision optimiste et dynamique de l'économie, capable de s'enrichir sans intervention directe de l'État, sous réserve que certaines conditions institutionnelles soient réunies. Nous verrons ici les fondements de la croissance, le rôle de l'État dans celle-ci et la finalité du développement économique. La division du travail, le point de départ de la croissance. Adam Smith, dans son œuvre fondatrice « La richesse des nations », accorde une place centrale à la division du travail qu'il considère comme le véritable moteur de la croissance économique. Selon lui, cette spécialisation croissante des tâches permet d'accroître considérablement la productivité des travailleurs. L'exemple célèbre qu'il donne est celui de la manufacture d'épingles, où 10 ouvriers spécialisés sont capables de produire collectivement des milliers d'épingles par jour, tandis qu'un seul ouvrier non spécialisé en fabriquerait à peine une vingtaine. Cette augmentation de l'efficacité repose sur plusieurs mécanismes. La répétition améliore la dextérité, le temps gagné dans l'exécution permet un enchaînement plus fluide, et l'ouvrier spécialiste dans une ou quelques tâches devient spécialiste sur ces tâches spécifiques et peut alors perfectionner ses méthodes. Enfin, l'usage de machines adaptées à des fonctions bien définies devient rentable. Pour Smith, la division du travail ne résulte pas d'un plan centralisé, mais naît spontanément de la propension naturelle des hommes à trafiquer, c'est-à-dire à échanger. Chacun, en poursuivant son intérêt personnel, est conduit à se spécialiser dans l'activité où il est le plus efficace, ce qui encourage les échanges mutuels et renforce la circulation des biens. Ce phénomène, en s'amplifiant à l'échelle de la société tout entière, crée un cercle vertueux. Plus la production est spécialisée, plus elle est abondante, ce qui permet une consommation élargie et donc une stimulation de l'ensemble de l'économie. C'est ainsi que Smith fait de la division du travail le point de départ de la croissance. Il ne s'agit pas simplement d'une amélioration marginale de l'efficacité, mais bien d'un principe fondamental qui structure l'économie moderne. En libérant les potentialités productives de chaque individu et en facilitant les échanges, cette division devient le socle sur lequel peut reposer une prospérité durable. L'accumulation du capital et l'investissement productif. Chez Adam Smith, l'accumulation du capital et l'investissement productif occupent une place centrale dans le processus de croissance économique. Smith explique que la richesse d'une nation ne dépend pas uniquement de la quantité de ressources naturelles ou de main-d'œuvre, mais surtout de la capacité à accumuler du capital et à l'utiliser de manière productive. L'accumulation du capital commence par l'épargne. Lorsqu'un individu consomme moins qu'il ne produit, il dégage un excédent qu'il peut investir. Cet excédent devient du capital lorsqu'il est réinjecté dans le processus productif, par exemple sous forme d'achat de machines, de construction d'infrastructures ou de financement de nouveaux ateliers. Pour Smith, cette épargne n'est pas stérile. Elle permet d'augmenter la capacité de production future. Plus le capital est important, plus il est possible d'employer des travailleurs, d'améliorer les outils de production et d'accroître la productivité. L'investissement productif est donc le prolongement naturel de l'accumulation du capital. Il ne s'agit pas simplement de thésauriser, mais de mettre les ressources au service de la production. Smith insiste sur le fait que le capital doit être orienté vers des activités productives, c'est-à-dire celles qui génèrent de la valeur ajoutée et permettent une reproduction élargie de la richesse. C'est pour cela que pour Smith, plus une économie a de capitalistes, compris ici comme les détenteurs du capital, de l'outil de production, plus la division du travail sera importante, car l'épargne réinvestie sera importante. Inversement, une économie avec beaucoup de rentiers et peu de capitalistes conduit à une épargne investie dans des activités improductives, comme le luxe ostentatoire ou les dépenses de prestige. Ce mécanisme repose sur la confiance dans le marché. Les entrepreneurs, en cherchant à maximiser leurs profits, investissent dans les secteurs les plus rentables, ce qui oriente naturellement le capital vers les usages les plus efficaces. Ainsi, l'accumulation du capital, lorsqu'elle est bien dirigée, devient un moteur de croissance durable, car elle permet d'augmenter la production, d'élargir l'emploi et d'améliorer le niveau de vie général. L'importance du commerce et des débouchés extérieurs. Smith accorde une importance cruciale au commerce, notamment international. En exportant ses produits, une nation peut élargir ses marchés et accroître ses opportunités de spécialisation.
Les échanges permettent également à chaque pays de se concentrer sur les productions dans lesquelles il est le plus efficace. C'est la notion d'avantage absolu, sur lequel nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Cette logique soutient la division du travail, stimule la production, favorise les échanges mutuels et alimente la croissance. Selon Adam Smith, l'État doit jouer un rôle minimal mais essentiel. Garantir la sécurité, la justice et les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de l'économie sans intervenir directement dans la production ou la distribution des richesses. L'État doit établir un cadre légal stable, protéger la propriété privée et faire respecter les contrats, afin de permettre aux individus et aux entreprises d'agir librement et d'innover. Il doit aussi investir dans les infrastructures collectives, routes, ponts, ports, écoles, hôpitaux, qui profitent à tous et favorisent la croissance. Mais Smith met en garde contre une intervention excessive. L'État ne doit pas se substituer à l'initiative privée, ni entraver la division du travail qui est le moteur de la prospérité. La spécialisation des tâches, rendue possible par la liberté d'entreprendre, permet d'accroître la productivité et d'améliorer le niveau de vie général. Cependant, Smith souligne que la division du travail peut aussi avoir des effets négatifs. Monotonie, perte de sens, déqualification des ouvriers. Pour y remédier, l'État doit garantir l'accès à l'éducation, à la culture, encourager la formation continue et soutenir la reconversion professionnelle. L'État doit aussi veiller à la protection sociale, à la législation du travail et à la valorisation des savoir-faire, pour que le progrès économique ne se fasse pas au détriment de l'humanité des travailleurs. Croissance démographique et prospérité partagée. Adam Smith voit dans la croissance démographique un reflet et un soutien à la prospérité économique. Dans La richesse des nations, il affirme que l'essor de la population traduit généralement une situation favorable, où les individus, encouragés par des perspectives d'emploi et de revenus stables, choisissent de fonder des familles. Cette dynamique suggère une demande soutenue de main-d'œuvre, ce qui entraîne une hausse des salaires et une amélioration des conditions de vie pour les travailleurs. Lorsque les salaires dépassent le seuil de subsistance, les conditions de vie s'améliorent. Cela stimule la natalité et accroît la population active, ce qui permet à l'économie de se développer davantage. Il s'agit d'un mécanisme cumulatif, la croissance élève les revenus, ce qui renforce la croissance démographique, qui à son tour accroît la force de travail et alimente la croissance. Pour Smith, cette prospérité ne doit pas se limiter aux classes aisées, elle a vocation à profiter à l'ensemble de la société. L'augmentation de la production, rendue possible par la division du travail et l'accumulation de capital, se traduit par une plus grande disponibilité de biens à des prix accessibles. Même les individus sans capital ou sans terre peuvent alors voir leur niveau de vie s'élever. Ainsi, Smith défend une vision inclusive de la croissance, où le bien-être collectif progresse parallèlement à l'enrichissement économique. Cependant, cette diffusion de la richesse repose sur des conditions précises. Stabilité des institutions, respect des droits de propriété, liberté des échanges, mais aussi action publique dans des domaines comme l'éducation ou la justice. À défaut de ces garanties, une population croissante pourrait au contraire engendrer misère et tensions sociales, au lieu d'alimenter la prospérité. On voit donc bien l'importance de l'État, qui ne doit pas trop s'immiscer dans la division du travail, mais ne doit pas en parallèle céder à un laisser-faire absolu, et doit créer un cadre propice à la croissance pour tous. Vers une fin de la croissance ? Pour Smith, le développement économique n'est pas infini. À partir d'un certain seuil de développement économique, le nombre élevé de capitalistes vont les faire entrer en conflit entre eux. Cela a alors pour effet, selon Smith, d'augmenter la concurrence, donc mécaniquement de baisser le taux de profit, donc de baisser le taux d'épargne utile, celui qui sera réinvesti, car ce sont toujours les capitalistes qui réinvestissent. Cette baisse des investissements entraîne alors une baisse progressive de l'amélioration de la division du travail, jusqu'à un arrêt complet de la croissance. L'état qu'atteint alors la société est appelé par Smith l'état d'opulence. Contrairement à une vision pessimiste de la fin inévitable de la croissance, dans cet état, la richesse n'est plus concentrée entre les mains d'une élite, mais diffusée à l'ensemble de la population. Les besoins fondamentaux sont largement satisfaits, les salaires sont stables et élevés, et les individus jouissent d'un niveau de vie décent. L'opulence est ici positive, car c'est celle-ci qui, en plus d'avoir conduit à une multiplication des capitalistes, a conduit à une baisse générale des inégalités dans la société.
Cet état d'opulence est pour Smith une situation atteignable à long terme, à condition que les mécanismes du marché fonctionnent librement, que l'État n'en entrave pas le fonctionnement et que la concurrence soit préservée. Il voit dans l'expansion des marchés, l'accumulation du capital et l'intérêt personnel encadré par le droit les moteurs d'un progrès sans cesse renouvelé. Il n'exclut pas que des obstacles viennent entraver ce chemin. Concentration excessive des rentes foncières, corruption, monopole. Mais il considère que ces dérives peuvent être corrigées par des institutions solides et une régulation juste. L'état d'opulence, chez Smith, n'est donc pas une utopie figée, mais un horizon économique accessible. Cette vision particulièrement optimiste sera nuancée par l'un de ses illustres successeurs, David Ricardo, qui sera l'objet de notre prochaine vidéo. Pour conclure, de notre point de vue contemporain, la pensée de Smith, qui considère la croissance économique comme toujours porteuse de bienfaits, qui conduirait à une baisse inéluctable des inégalités grâce au triomphe des détenteurs du capital, peut paraître un petit peu désuète, voire totalement dépassée. Pourtant, celle-ci a quand même permis de poser les bases de la pensée économique sur la croissance, et bon nombre de ses hypothèses et suggestions, notamment sur la division du travail, sont aujourd'hui appliquées avec de nombreux effets positifs. En effet, aujourd'hui la mondialisation contemporaine relève bien d'une forme de division internationale du travail entre les pays en voie de développement et les pays développés à économie de marché. La pensée précurseur de Smith va ensuite être nuancée et complétée par de nombreux autres économistes, notamment David Ricardo, que nous développerons plus en détail dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. Cela vous permettra d'être au courant quand je sortirai de nouvelles vidéos et soutient donc de facto la chaîne. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires ou à m'envoyer un mail. À bientôt!